Le président de la République a assisté hier à Kara au Togo à la commémoration du 9e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise. Après le Togo, Issoufou Mamadou a effectué une visite de travail et d'amitié à Ouagadougou au Burkina Faso. Tanja Mamadou, ancien président de la République, s'est enfin publiquement prononcé sur l'affaire dite de 400 milliards de francs CFA. Près de 400 milliards de francs CFA se trouveraient à la Banque islamique de développement à Jeddah en Arabie Saoudite. Une partie a été utilisée pour renforcer le stock de l'OPVN et de la Caïma. Maradi abrite depuis ce matin sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdelabo, le forum transrégional sur l'agriculture. Ce forum permettra notamment de recueillir une vision partagée sur l'agriculture familiale au Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le président de la République a regagné Niamey en début d'après-midi du retour de Kara au Togo où il a pris part à la cérémonie commémorative du 9e anniversaire du décès de l'ancien président togolais Gnassingbé Eyadema et de Ouagadougou au Burkina Faso à l'issue d'une visite de travail. Nous reviendrons en partie magazine sur le séjour du président au Togo et au Burkina Faso. Tanja Mamadou, ancien président de la République, s'est enfin publiquement prononcé sur l'affaire dite de 400 milliards de francs CFA. L'ancien chef de l'État a donné beaucoup plus de précisions sur cette manne qui suscite beaucoup de questions chez les Nigériens. Près de 400 milliards de francs CFA se trouveraient à la Banque islamique de développement à Jeddah en Arabie Saoudite. Une petite partie a été utilisée pour renforcer le stock de l'OPVN et la Caïma. Rahila Chebou, Tahirou Hassan. Cela fait presque 3 mois qu'un élément sonore enregistré à partir d'un téléphone portable dans lequel l'ancien président Tanja Mamadou fait cas de 400 milliards qu'il aurait laissé avant son débarquement le 18 février 2010 par les militaires défraie la chronique au Niger. Ce qui a amené le procureur de la République Moussa Waziri à demander une audition préliminaire de Tanja. Le point de passage obligé dans cette affaire, c'est l'audition de Tanja Mamadou. Ce matin, l'ex-président Tanja Mamadou est sorti de sa réserve et a tenu un point de presse. Mais avant, je vous invite à suivre l'enregistrement dit des 400 milliards à titre de rappel. Dans ce point de presse tenu ce matin à son domicile, le président Tanja a apporté des clarifications sur ce montant. Na ce kusan 400 ban ce ba 400 chop don wato kusan 400 da 400 daban ne. Allah da abinsa masu hannu da shuni sun tara kamar miliyar 300 a bankin Jadda, bankin Islamiyya ta development suna Jadda, ba a aljihu na suke wa gindin gado na suke ba.
yadda suke na biyu kenan wato kusan miliyar 100 ne za a ba da lissafinsu inda suke, to shi ne a duba waɗannan abubuwa na opven da abin da suke taimaka duka a kayayyakin noma da suke central da provisionement kawai, waɗannan a yi min su jimillansu kuma a haɗa duka mu gani in ba maganan da nake cewa in ba haka ba ne. Kudaden waɗancan na bankin islamiyya suna canji da aji ko suna nan ƙasai? Hankalinka ya kwanta, irin waɗannan kudaden ba a ɗauko su daga can a kawo a sa muku su a nan, can suke. Le président Tanja décrit le contexte particulier dans lequel il a tenu ses propos sur les 400 milliards. To wannan a nan cikin gidana, a nan cikin ofis ɗina, a nan cikin falona mun ka yi magana da mutanen jam'iyyarmu da sun ka zo daga Tawa, mun ka tabbata musu mun yi aiki, amma ni maganan nan da na yi da abokaina da sun ka zo ban yi tsammani ba zai shafi wani. Bai shafi kowa ba, maganarmu namu ne irin muna zaune muna hira cikin gidana, kuma wannan magana da su sun ka nemi ɗauka murya ta su mai da can inda sun ka fito a tabbata sun yi magana da ni, wannan magana na prive ne tsakaninmu ne haka, ba wani magana wai a tuta ma yan manya shugabannin ƙasa ko wani abu bai. La ban yi komi a cikin wannan ba, hira ne ya kawo hira tsakaninmu da mutanen fati na, kuma daidai ne mutum 70 gaba ɗaya sun ka zo maka, sai ka yi hira da su rai a hankali a kwance su ji daɗi. D'une manière ou d'une autre, cette affaire sera clarifiée par la justice. Et cette information qui vient de nous parvenir selon des sources proches du général Salou Djibo, ancien chef de l'État, celui-ci félicite le gouvernement pour l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire dite de 400 milliards de francs CFA afin que la justice apporte toutes les clarifications au peuple nigérien. Le général Salou Djibo s'est dit prêt à se mettre à la disposition de la justice nigérienne dès que la date de son audition lui sera communiquée. Un autre sujet d'actualité, le bras de fer entre le Niger et le groupe nucléaire français Areva se poursuit. Une affaire évoquée un peu partout, gouvernement, opposition, société civile, citoyens lambda, autant de réactions, autant de commentaires pour un but commun, l'intérêt du Niger. Plus de profit pour notre pays après un peu plus de 40 ans d'exploitation. Finalement, le gouvernement français a donné sa position, estimant légitime les exigences du Niger. Issouf Kodo. Je veillerai scrupuleusement à l'exercice d'une bonne gouvernance minière et pétrolière. Cette gouvernance doit s'exercer dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, impliquant fortement les Nigériens et permettant à notre pays de tirer le meilleur parti de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est dans cette perspective que nous négocions le renouvellement des conventions de la Somaïr et de la Cominac, notre objectif étant de mieux participer à la gouvernance de ces sociétés, d'en contrôler les coûts de production, d'augmenter la valeur retenue pour le pays, de permettre à la Sopamine de commercialiser sa part de production, de reconstruire la route Tawa-Arlit et la route de Tintabraden, de mettre en valeur la vallée de l'Iraser. Par ailleurs, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le calendrier de mise en exploitation de la mine d'Imouraren soit tenu.
L'intérêt du Niger, partout où il se trouve, se doit d'être sauvegardé. Et cela avec la plus grande diligence d'esprit que cela requiert. Ce langage empreint d'un souci patriotique annoncé ou du moins clamé par le président de la République, Issoufou Mamadou, qui, sans embâche, a, dès l'entame de son mandat, affirmé à ses compatriotes que les dons par rapport aux dividendes de notre sous-sol ne seront plus, entre guillemets, ces miettes qui, des décennies durant, étaient injustement revenus aux Nigériens. Bien entendu, de tels propos pour les sceptiques ne sont que simples vantardises, voire une digression pure et simple, consistant à détourner l'attention de l'opinion publique. Soit, mais c'était sans compter avec l'opiniâtreté de celui qui a le devoir de respecter la parole donnée. Partant de ce principe, l'intérêt du Niger d'abord. Situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et sans exception, car il s'agit d'une cause nationale, une cause dont les défenseurs ne sont ni plus ni moins que les Nigériens de leur ensemble. D'où, sans nul doute, cette unanimité. Ce gouvernement souhaite que le nouvel équilibre qui sera trouvé soit compatible avec le développement du Niger, qui est conforme à notre intérêt. Aujourd'hui, je me réjouis. Vraiment, je suis un homme comblé de joie et en tant que Nigérien. Et que j'aurais ce que j'ai entendu hier à la radio par rapport à notre problème d'uranium au Niger, et que c'est le Parlement français qui a interpellé le ministre français chargé de cette question pour avoir reconnu que c'est une lutte légitime que le peuple nigérien a engagée vis-à-vis de cette société, que vraiment je n'ai pas de grands mots à dire, mais seulement je suis vraiment content et je me réjouis, je suis fier aujourd'hui d'être nigérien. C'est le président de la République qui, le premier dans ce pays, a jugé que le contrat de 2003 signé par l'État nigérien avec Areva ne respectait pas les intérêts de notre pays et qu'il était en train de léser l'économie de notre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui a été le premier. Et c'est sur son initiative que, justement, le Niger a décidé de renégocier ce contrat-là. C'est le chef de l'État et le gouvernement qui ont décidé de remettre en cause ce contrat-là. Ce n'est pas une quelconque société civile qui l'a fait. Donc nous sommes étonnés aujourd'hui de voir des gens s'agiter pour dire « Ah, il faut respecter les intérêts du peuple nigérien, il faut respecter la souveraineté du peuple nigérien ». Quand en 2003, justement, ce contrat-là, qui est dénoncé aujourd'hui par le gouvernement nigérien, a été signé, où est-ce qu'était cette société civile-là? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour dénoncer ce contrat? Elle ne l'a pas dénoncé. C'est aujourd'hui seulement parce que le gouvernement a pris l'initiative, le premier, à dénoncer un contrat, que les gens sont en train de s'agiter. Acte très audacieux, mais fort légitime, et a eu l'approbation totale du gouvernement français et de son opposition. Mieux, pas plus tard que ce matin, la presse internationale y a pris le relais, jugeant l'acte des autorités nigériennes de fort louable, brisant ainsi ce genre d'imposition de notre âge. Comme quoi, il faut oser, surtout quand il s'agit de l'intérêt du pays, ne céder à aucun chantage. Et cette attitude nous rappelle bien cette assertion d'un défunt chef d'État africain qui a dit ceci: il ne faut pas dire systématiquement oui. Quand le non s'impose, eh bien, il faut dire non. Relativement à ce sujet, meeting du Front commun contre Areva FCCA ce matin à Niamey à la place de la concertation. C'est un ensemble des acteurs de la société civile du Niger qui luttent pour le respect et la mise en application des réglementations relatives à l'exploitation de l'uranium au Niger par Areva. Suivons le président du comité d'organisation de ce meeting, Meina Kartey. Alors, la substance de ce mémorandum, c'est que Areva fait de très bonnes affaires au Niger. On atteste donc les chiffres que nous avions explicités dans ce mémorandum-là. Donc nous allons comparer, n'est-ce pas, les statistiques positives du groupe Areva, les bénéfices, les chiffres d'affaires qui sont bons et, n'est-ce pas, sa prétention de vouloir, n'est-ce pas, se faire appliquer la législation de 93 qui, nous, ne nous arrange pas.
Areva a une bonne santé financière. Les statistiques de 2013 et de 2012, n'est-ce pas, l'indiquent très bien. Et il n'y a pas de raison à ce que Areva rechigne à mettre en valeur le jugement d'Imouraren. Il n'y a pas de raison à ce que Areva rechigne à ce que lui applique la loi minière de 93. Donc c'est en substance un peu cela le contenu du mémorandum. Donc c'est vraiment l'explicitation du chiffre d'affaires d'Areva, mais aussi l'entêtement d'Areva à ne pas nous mettre dans nos droits. Et dans le mémorandum, on a aussi un appel lancé à tous les Nigériens pour qu'ils se lèvent debout. Maradi abrite depuis ce matin sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdelabo, le forum transrégional sur l'agriculture familiale prévu pour durer 3 jours et regroupant les régions de Maradi et Zender. Ce forum permettra notamment de recueillir une vision partagée sur l'agriculture familiale au Niger. Des précisions avec Adina Galas et Maman Oumarou. Ce forum transrégional sur l'agriculture familiale est organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture, le FIDA et le réseau national des chambres d'agriculture. Il vise non seulement à recueillir une vision de l'agriculture familiale par les organisations paysannes, pouvant inspirer la construction du futur programme d'appui à la promotion de l'agriculture familiale, cofinancé par le gouvernement du Niger et le FIDA, mais aussi appuyer le gouvernement dans la formulation des politiques en faveur de l'agriculture familiale au niveau national et sous-régional. Ce forum permettra également de mieux comprendre les besoins et contraintes au développement de l'agriculture familiale et lui garantir un soutien technique conséquent et ouvrir un dialogue permanent entre la société civile rurale et les autorités, animé par le réseau national et les chambres régionales d'agriculture, mettant ainsi en contribution les organisations paysannes, les pouvoirs publics, les privés et les partenaires au service d'une agriculture familiale économiquement viable. Ceci dans une vision partagée permettant aux paysans nigériens de mieux se positionner et revendiquer davantage ses forces sur l'agriculture familiale. Pour le Niger, la démarche est cruciale, comme l'est cette année 2014 désignée année de l'agriculture familiale par les Nations Unies. C'est crucial en ce sens que les organisations paysannes puissent faire valoir leur contribution à promouvoir ce modèle social et économique de développement et sa capacité de réduction de la pauvreté rurale tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Toutes choses qui donnent toute leur importance à la thématique et l'initiative d'organiser ce forum, a précisé le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo. Au Niger, l'agriculture familiale est la principale activité des agro-pasteurs qui constituent plus de 80% de la population du pays. Mesdames, Messieurs, ma présence parmi vous aujourd'hui marque l'intérêt que porte le gouvernement de la 7e République du Niger à toute initiative rentrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Ces populations, comme vous le savez, font face de plus en plus aux effets néfastes des changements climatiques qui ont un impact négatif sur les productions agro-silvopastorales, les maintenant du coup dans une insécurité alimentaire de plus en plus chronique. C'est pour faire face à cette situation et mener le pays sur une voie de développement humain durable que les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, ont engagé la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger avec comme ambition majeure de faire en sorte que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Fort opportunément, le Niger a institué l'initiative « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Aussi faut-il préciser que l'initiative 3N joue un rôle primordial de locomotive aux organisations paysannes dans l'objectif ultime d'assurer une sécurité alimentaire durable aux populations rurales du Niger. Cet état de fait a d'ailleurs été relevé en 3 points par Galastro Vincenzo, le chargé du portefeuille FIDA pour le Niger. Dans la intervention, on veut surtout souligner 3 éléments significatifs, à notre avis, qui ont rendu possible ce processus du forum paysan.
Premier, sans doute, c'est l'engagement politique du gouvernement nigérien, qui malgré un contexte international sous-régional très complexe, est en train d'élaborer et de mettre en œuvre toute une série de politiques publiques de développement, comme les plans de développement économique et social, l'initiative 3N, et plus récemment le projet de loi d'orientation sur la politique agricole, dont l'atelier s'est tenu récemment ici à Maradi, qui donne priorité et importance au secteur économique et productif de l'agriculture familiale durable, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations nigériennes et de la résilience des communautés rurales. Le président du réseau national des chambres d'agriculture, Bello Boubacar, a affirmé que l'agriculture familiale constitue l'avenir et donc obligation est faite d'aborder les contraintes que rencontre ce secteur et comment l'élever. Pour ce faire, le gouverneur Abdou Maman, faisant sien l'adage qui dit que seul le propriétaire de la case connaît là où elle coule, a indiqué que ce forum qui vient à point nommé saura trouver les solutions idoines aux préoccupations du monde rural. Quant au président du conseil régional Paté Bala, il a vivement salué cette louable initiative du FIDA envers les populations de la région de Maradi, Tawa et Zender, mais au-delà du Niger dans son ensemble. Il a en outre encouragé les organisations paysannes à mieux réfléchir sur les problèmes qui assaillent la production agricole au Niger et faire des propositions soutenables par l'État et ses partenaires. Le maire central Kassou Mokhtar a aussi salué la tenue de ce forum à Maradi avant de souhaiter la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour aux participants. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabou, a également présidé ce matin dans le département d'Agué la cérémonie de rétrocession des actifs du projet Pepilda au service technique de l'agriculture et au projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de Maradi. Kasmoutari et Maman Oumarou. Accueilli à l'aéroport de Maradi par le gouverneur de la région Abdou Maman, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, du président du conseil régional, des cadres techniques centraux et régionaux et des responsables des forces de défense et de sécurité, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabou, s'est immédiatement rendu dans le département d'Agué à 78 km à l'est de Maradi, où il a reçu également un accueil chaleureux de la part des populations de cette entité administrative, avec à leur tête les préfets d'Agué, celui de Gazawa et les chefs coutumiers, avant de présider la cérémonie officielle de rétrocession des actifs du projet Pepilda au service technique de l'agriculture et au projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem. Il faut souligner que le projet de promotion de l'initiative locale pour le développement vient de clôturer après 8 années d'intervention sous la satisfaction du gouvernement du Niger, du FIDA, principal bailleur de fonds, et surtout des populations des départements d'Agué et de Gazawa, ainsi que les communes limitrophes de Saï-Saboua et Jiratawa. Ce sont ainsi plus de 11,5 milliards de francs CFA qui ont été injectés, représentant la contribution du FIDA, du Fonds belge de survie, de l'État du Niger et des bénéficiaires. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabou, qui présidait la cérémonie, au terme de ces 8 années de mise en œuvre du Pepilda, l'on peut, sans risque de se tromper, affirmer que le projet a enregistré à son actif des réalisations concrètes et des impacts significatifs sur les bénéficiaires et dans divers domaines. À la clôture du projet et nonobstant les pertes liées à la fluctuation du taux du dollar, devait ajouter le ministre d'État Abdoulabou, les performances sont jugées très appréciables dans le domaine financier avec un taux effectif de mobilisation des ressources financières de 99,90% pour le prêt FIDA et 99,75% pour le don du Fonds belge de survie FBS, ce qui constitue une performance exceptionnelle dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes au Niger. La pertinence des résultats obtenus, a déclaré le ministre Abdoulabou, ont amené le gouvernement du Niger et le FIDA à concevoir encore un nouveau projet dans la région de Maradi qui doit éteindre à large échelle ses acquis en termes d'outils, de méthodes et d'innovations porteuses dans la dite région. Le projet dénommé projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem s'intègre parfaitement dans l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens du président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, à travers laquelle le gouvernement s'est donné comme objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement des capacités de résilience des populations.
Auparavant, le maire de la commune urbaine d'Agué, Mani Omar Boubé, le directeur du projet Pazadem, Cheb Gero, le préfet d'Agué, Inoussa Omarou, et le gouverneur de la région, Abdou Maman, sont intervenus pour féliciter l'équipe du PPLDA pour les multiples efforts déployés pour réussir le projet au grand bonheur de vaillantes populations qui souffraient d'insécurité alimentaire chronique avant le projet et qui maintenant arrivent avec véhémence à faire face aux conséquences liées à cette situation. Le ministre de la Santé publique Mano Agalé a procédé au lancement national de la 7e campagne intégrée de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées, des maladies qui affectent des personnes souvent démunies et sans couverture sanitaire ou qui souffrent dans le silence. Guy Mathieu Théa, Issouf Suleiman. Les maladies tropicales négligées, à savoir la biliasiose, les vers intestinaux, la filariose lymphatique et le trachome, constituent un problème de santé publique au Niger. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, avec l'appui des partenaires au développement, a organisé cette 7e campagne intégrée de traitement de masse contre ces maladies. Au cours de cette campagne, qui durera un mois, plus de 10 millions de personnes seront traitées dans les villages, les hameaux et les écoles des régions de Difa, Dosso, Tilaberi, Tawa, Maradi, Zender et Niamey, par des milliers de distributeurs communautaires et enseignants qui seront formés à cet effet. Des activités de sensibilisation en vue d'un changement de comportement seront également conduites à tous les niveaux. Toutes les tranches d'âge de la population bénéficieront de cette intervention. Les bébés et les jeunes enfants recevront de la pommade cracycline et du sirop Zitromax contre les trachome. Les enfants âgés de plus de 5 ans et les adultes vont recevoir Zitromax comprimé contre le trachome, ensuite du praziquantel contre la bilharziose et enfin de l'ivermectine et de l'albendazole contre la filariose lymphatique et les vers intestinaux. La lutte contre les maladies tropicales négligées occupe une place de choix dans les PDS dont les objectifs s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du programme de la renaissance du président de la République qui n'a d'autres ambitions que de donner une bonne santé à la population pour un développement durable de notre pays. Selon les partenaires au développement, les maladies tropicales négligées affectent plus d'1 million de personnes dans le monde, d'où l'importance de cette campagne. La mission de HKI est de sauver la vue et la vie. C'est dans ce cadre que s'inscrit la lutte contre les maladies tropicales négligées. USAID appuie le Niger pour la mise en œuvre de son plan stratégique de lutte contre les maladies. Je profite aussi de cette occasion pour annoncer solennellement la poursuite du soutien du gouvernement des États-Unis au peuple du Niger à travers la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS 2011 à 2016. Les maladies tropicales négligées affectent plus d'1 milliard de personnes et tuent au moins 500 000 personnes chaque année dans le monde. Avec seulement un demi-dollar américain par an et par personne, nous pouvons éviter les complications déformantes de ces maladies. La lutte contre les maladies tropicales négligées constitue une action qui aidera l'État du Niger dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le ministre de la Santé publique et les partenaires au développement ont enfin administré des médicaments aux enfants, consacrant ainsi le lancement de la campagne contre les maladies tropicales négligées. Il est demandé à la population d'ouvrir les portes de leur maison et à prendre ces médicaments qui vont leur être distribués gratuitement. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques était quant à lui au centre de formation professionnelle et technique de Kouartegui à Niamey. Objectif de cette visite de chez Boudin-Ina est de constater l'état d'avancement des travaux de construction de ce centre financé sur fonds propres de l'État. D'autres précisions avec Djibril Namalka et Mahamadou Adam. Quelques jours seulement après sa prise de fonction à la tête du ministère en charge des enseignements professionnels et techniques en septembre dernier, le ministre Cheb Naïna avait initié une série de visites. Visites l'ayant conduit au centre de formation de Kouartegui, un centre situé en plein cœur d'un quartier périphérique de Niamey. Les conditions de travail sur place étaient déplorables.
Cette situation n'avait pas laissé indifférent le ministre et sur place, il avait donné des instructions pour qu'au moins l'école soit clôturée. Au-delà, Cheb Naïna a ordonné le financement de 2 ateliers de formation, 2 blocs de latrines. Toutes ces réalisations sur financement propre de l'État. Et l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey matérialise cette reconnaissance des efforts fournis par le ministre à travers ce témoignage de satisfaction. Et nous souhaitons à ce que vraiment notre ministère de tutelle, le ministre de l'enseignement professionnel et technique, puisse continuer vraiment dans la même logique. Aujourd'hui, c'est un ministère avec qui, je peux le dire vraiment, on est en parfait partenariat. C'est un ministère avec qui on n'a jamais eu des acquis, si ce n'est pas à l'heure actuelle. Et vraiment, nous le remercions et nous souhaitons à ce que vraiment ça soit continuel. Le ministre Cheb Naïna compte poursuivre dans cette lancée afin de créer un cadre adéquat d'apprentissage. Vraiment, c'est avec plaisir que je suis venu ici. Parce que à ma prise de fonction, quand je prenais service, j'avais fait le tour des établissements d'enseignement professionnel et j'avais constaté que votre école se confondait presque au marché. Parce que et les hommes et les bêtes, tout le monde traversait l'école pour aller faire ses occupations. Ce n'est pas normal. L'école est un lieu d'étude, c'est un lieu de travail. C'est pourquoi j'avais pris l'engagement de faire en sorte que le mur soit achevé, que votre école soit clôturée, afin que vous ayez le calme nécessaire pour étudier. Je considère que c'est fait aujourd'hui. Nous nous sommes engagés sur un autre chantier, celui de l'amélioration de vos conditions de travail. Vous étiez vraiment à l'étroit et c'est pourquoi nous avons décidé qu'il y ait une salle de classe et un atelier, ainsi que des lieux d'aisance, des lieux de toilettes, de latrines. A noter que le ministre poursuivra ses actions dans la mesure du possible afin de développer les compétences pour soutenir la croissance économique. Les élèves de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN ont effectué ce matin une visite à la Cour de compte de Niamey. Cette visite leur permettra de découvrir et de s'imprégner sur le fonctionnement des activités de la Cour de compte. Salamatou Maman Rabiou, Youssouf Suleiman. Il s'agit à travers cette visite pour les élèves de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes de s'imprégner du fonctionnement des activités de la Cour des comptes. Dans le cadre de la formation de nos stagiaires, nous organisons bien sûr un programme d'instruction qui est étalé sur l'aspect militaire, purement technique, et puis un aspect général de connaissances générales et de culture générale. C'est dans ce cadre-là en fait que nous organisons des visites des hautes institutions de l'État pour permettre à nos stagiaires en fait de percevoir un peu le fonctionnement, le rôle et la place de ces organisations. Ça permet en fait de renforcer les capacités, pratiquement comme je l'ai dit tantôt, intellectuelles de nos futurs cadres. Comme vous le savez, c'est une école qui forme les futurs officiers des forces armées nigériennes qui seront dans un proche avenir responsables, en tout cas dans les différentes formations, responsables des hommes, responsables du matériel, responsables en gros des deniers publics qu'ils auront à gérer. Donc ça va leur permettre d'avoir une certaine visibilité, une perception dans les notions. Les élèves ont exprimé leur satisfaction. Nous avons un peu découvert la Cour des comptes. On a appris que c'est la plus haute juridiction en matière financière et comment elle fonctionne et quelles sont ses différentes composantes. C'est pour enrichir nos connaissances. On a vu comment fonctionne le bureau de Cour des comptes, l'organisation et les missions de la Cour des comptes. On a appris les compétences de la Cour des comptes, les compétences juridictionnelles, les compétences consultatives et les compétences de contrôle. La Cour des comptes a une mission juridictionnelle de contrôle et consultative. Elle veille à la régularité, à l'efficacité et à l'efficience de la gestion publique en menant des contrôles sur les ministères,
les organismes et les entreprises publiques. Une photo de famille a marqué la fin de cette cérémonie. Retour à l'intérieur du pays, lancement hier à Galmi des travaux de réalisation d'un château d'eau de 500 mètres cubes. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de la région de Tawa, Mohamed El Mokhtar Laolissini. Après le mot de bienvenue à la délégation et les remerciements aux autorités de la 7e République prononcés par le maire de la commune rurale de Dogarawa et le préfet de Malbaza, ce fut le tour du gouverneur de la région de Tawa de prononcer son allocution. De prime abord, Barmou Salifou a déclaré que l'approvisionnement en eau, en quantité et en qualité des populations est au centre des préoccupations des autorités de notre pays et s'inscrit dans la droite ligne du programme de la Renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Après avoir appelé les problèmes d'eau que connaît la ville de Galmi et les présents travaux en cours de démarrage d'un coût de près de 220 millions de francs CFA pour lui trouver solution, le gouverneur de la région exprime ici sa gratitude aux autorités de la 7e République. Je voudrais, avant de conclure mon allocution, exprimer au nom des populations de la région de Tawa en général et particulièrement celle de la ville de Galmi, toute ma gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Rafini, pour les efforts sans cesse déployés dans le cadre de la satisfaction des besoins en eau des populations de la région. Dans son discours de lancement des travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Maman Kanta, a rappelé l'adoption en 2011 par le gouvernement du programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement pour la période 2011-2015. Ce programme, faut-il le rappeler, bâti sur la base du programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, démontre s'il en est encore besoin la volonté clairement affichée des autorités de la 7e République de résoudre le problème crucial d'approvisionnement en eau potable des populations. Pour atteindre ces résultats, le ministère en charge de l'hydraulique s'est fixé des objectifs, à savoir, en milieu rural, la réalisation de 14 000 équivalents points d'eau modernes, en milieu urbain, l'intégration de 40 nouveaux centres dans le périmètre concédé à la Société de patrimoine des eaux du Niger, en plus des 54 centres existants. La réalisation de 24 000 ouvrages d'assainissement de base. Toutes ces réalisations vont concourir au rehaussement de façon notable des taux de couverture des besoins en eau potable, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Le démarrage des travaux du château de Galmi, qui couvrira les besoins également de 30 000 habitants vivant autour de Galmi, fait la fierté du député national Mariama Manzo, qui n'a pas manqué de prendre la parole pour dire le rôle qu'elle a joué dans la résolution des problèmes d'eau des populations de Galmi, avant d'exprimer sa gratitude aux autorités de la 7e République qui ont répondu aux vœux des populations. En séjour dans cette localité, l'hôpital de la Sim Galmi a reçu hier la visite du gouverneur de la région de Tawa. Barmou Salifou est allé s'inquérir du fonctionnement de cet hôpital confessionnel à but non lucratif et qui vient au secours des populations locales. Mohamed El Mokhtar et Laolissini, une fois de plus. L'hôpital de la Sim, Société internationale des missionnaires de Galmi, est un centre de référence composé d'un personnel multiculturel et multinational au service du peuple nigérien. Ce centre, créé en 1950 en collaboration avec le système sanitaire de Tawa, prodigue des soins de qualité dans un esprit de compassion et la recherche de l'excellence. Ce centre d'une capacité de 149 lits offre une gamme très large de services de santé allant des consultations générales et spécialisées à des opérations chirurgicales, en passant par des analyses de laboratoire et des examens radiologiques. 201 agents composés de médecins, des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens de laboratoire travaillent dans ce centre au service des populations nigériennes, sans compter des bénévoles internationaux qui viennent pour entendre dans ce centre. Avant d'effectuer une visite guidée du centre, une réunion d'échange s'est déroulée dans la salle de réunion de l'hôpital.
Au cours de cette réunion, le directeur du centre, Stéphane Montgomery, a expliqué en Hausa tous les fonctionnements de cet hôpital de charité. Le gouverneur de la région Barmo Salifou et le préfet de Malbaza, Mouha et Gour ont pris la parole pour saluer l'existence de ce centre dans la région. Un centre dont la renommée dépasse la frontière de la région et même de notre pays. Barmo Salifou a encouragé le directeur et tous les personnels et les a assurés de toute sa disponibilité pour les accompagner au profit de nos populations. Notons pour terminer que l'hôpital de Galmi s'agrandit au fur et à mesure en termes d'équipement et de modernité. Le gouverneur de la région de Tawa, une fois de plus, a présidé ce matin l'ouverture d'une cérémonie d'élection des conseillers régionaux dans le cadre de la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Fatibamo et Yazirabiou. Plusieurs allocutions ont marqué cette importante cérémonie de la mise en place de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat d'Ottawa. Pour la deuxième vice-présidente du Conseil des villes d'Ottawa, Mme Safia Mohammadou, et le premier vice-président du Conseil régional d'Ottawa, M. Ibrahim Mahmoudou, ont à tour de rôle souhaité la cordiale bienvenue aux membres de la mission des ministères du Tourisme et de l'Artisanat et à l'ensemble des délégués venus des départements. En prenant la parole, le chef de la mission, Tawal Aboubakar, directeur du développement de l'artisanat du Niger, le travail de base a déjà été effectué. Au sortir d'un certain nombre de scrutins, nous allons nous retrouver avec les 16 délégués qui vont composer la Chambre régionale d'Ottawa. À l'issue donc de ce premier tour de scrutin, il sera procédé à la mise en place du bureau de la Chambre régionale d'Ottawa, qui sera composé de 4 membres, dont un président, un vice-président, un trésorier général et un trésorier général adjoint. Mais là, nous sommes encore au niveau régional. Maintenant, pour que Tawa soit représenté au niveau national, il faut nécessairement que des délégués Tawa siègent au sein de la Chambre nationale de métiers. Donc le bureau qui sera élu, les 4 délégués élus du bureau, sont d'office membres de l'Assemblée générale consulaire nationale de Niamey. Et comme l'Assemblée générale consulaire nationale elle-même est composée de 48 délégués à raison de 6 par région, cela veut dire que nous allons procéder à la désignation au moyen du vote de 2 autres délégués parmi les 12 restants pour compléter l'équipe de 6 qui vont siéger au nom de la région d'Ottawa à l'Assemblée générale consulaire nationale de la Chambre de métiers. En procédant à l'ouverture des travaux de la mise en place de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, le gouverneur de la région d'Ottawa, Barmo Salifou, a martelé que cette action contribuera à la promotion du secteur de l'artisanat qui occupe par ailleurs une place prépondérante dans la déclaration de la politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini. C'est pourquoi devait ajouter Barmo Salifou que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alaji Issoufou Mahamadou, soucieuse du bien-être de la population nigérienne, n'ont ménagé aucun effort pour la mise en place des chambres des métiers de l'artisanat dans toutes les régions pour aboutir à l'installation définitive de la Chambre nationale. Installation officielle à Dosso du bureau régional de l'Organisation nigérienne des professionnels du bâtiment et travaux publics BTP, cérémonie placée sous la présidence du secrétaire général de la région, Hannatou Ali Habibou Garba. Dans son mot de bienvenue, après la présentation des membres du bureau, le président du bureau régional, M. Massi Idrissa, a attiré l'attention des membres du bureau sur le rôle et la conduite à tenir afin que le syndicat puisse accomplir pleinement sa mission. Abondant dans le même sens, le président du bureau national dira que depuis l'avènement de la conférence nationale souveraine, le secteur du bâtiment se développe en dents de scie, d'où il faut que les entrepreneurs s'organisent en groupement d'intérêt économique et ou dans des sociétés, car individuellement, leurs entreprises ne peuvent pas répondre à certains critères définis par les clauses d'appel d'offres. Parce que, dira M. Adolphe Sagba, le syndicat vit uniquement des cotisations de ses membres. En procédant à la mise en place du bureau, le secrétaire général de la région de Dosso, M. Yahya Tankari, après avoir félicité les entrepreneurs,
dira que plusieurs sentiers sont en souffrance dans la région de Dosso, voire même l'ensemble du territoire. D'où il faut nécessairement une parfaite organisation de nos entrepreneurs pour répondre à l'attente des sollicitudes. Nous avons tous ensemble une lourde responsabilité, celui de conduire à bon port le programme de la Renaissance en termes de matière de construction. Et c'est là que je vais surtout aborder pour dire que aujourd'hui, je sais, de la région, comme l'a dit votre président national, de la région de Dosso, nous avons énormément de chantiers en souffrance qui ne sont pas terminés. Peut-être pas forcément pour les raisons qu'il a évoquées, mais en tout cas, nous avons des chantiers qui sont en souffrance et ça contrarie notre engagement à construire au moins les 2500 classes par an, sur la base des engagements pris par le chef de l'État. Je veux dire, tous ici, tant que vous êtes, c'est vous qui proposez les prix. Si tel est que le coût d'une classe qui contrarie à l'exécution, en ce moment-là, faites des propositions concrètes. Notons enfin que le bureau a été mis en place avec comme président M. Idrissa Massi et c'était en présence du deuxième vice-président du conseil régional de Dosso, M. Issa Hadabi, et du préfet du département de Dosso, M. Issouf Al-Haj Karba. Le secrétaire général de la région d'Agadez se lui rendu au niveau du centre de formation financé par l'ONG HED Tamat, une organisation non gouvernementale qui intervient dans les secteurs sociaux de base dans la région. Ces déplacements est une occasion de s'enquérir du bon déroulement de la formation pour les autorités régionales. Moussa Efale, Malika Draman. Le centre privé de santé publique CPSP a constitué la première étape de cette série de visites du secrétaire général de la région d'Agadez qu'accompagne le maire de la commune urbaine. Ce centre qui comprend 3 établissements accueille à son sein 75 jeunes venus des 15 communes de la région d'Agadez qui subissent pour une durée de 6 mois une formation financée par l'ONG HED Tamat en hygiène, assainissement, agents de santé communautaire et l'informatique. C'est à travers une visite guidée que le secrétaire général de la région d'Agadez et les membres de la délégation ont apprécié le bon déroulement de cette session de formation à la grande satisfaction des bénéficiaires. L'école des mines de l'Aïr a constitué la deuxième étape de la visite du secrétaire général de la région. À ce niveau, ils sont 86. En visitant les différents ateliers, Adamo Halidou a saisi l'occasion pour féliciter et encourager au nom du gouverneur de la région d'Agadez et des autorités de la 7e République l'ONG HED Tamat pour cette initiative. Ces jeunes auront l'occasion de se former en opérateur forage, en énergie renouvelable, en gestion comptabilité, en froid et climatisation et conduite en engins lourds. Visiblement très satisfait de cette visite, le directeur de l'EMAIR a donné toute l'assurance aux autorités régionales que tout se déroule bien. Au terme de toutes ces visites, le secrétaire général de la région d'Agadez s'est exprimé en ces termes. Donc c'est pour adresser à l'endroit de HED Tamat les remerciements des autorités, les plus hautes autorités de la République du Niger pour tous les efforts que HED Tamat est en train de fournir parce qu'on a constaté que HED Tamat a fourni, HED Tamat fournit et HED Tamat continue de fournir. Le secrétaire permanent de l'ONG HED Tamat, Salik Ibrahim, a lancé un appel à l'endroit des sociétés de la place. Nous sommes ravis aujourd'hui de constater que ces formations-là, elles sont suffisamment avancées. Nous avons vu des jeunes motivés et des formateurs compétents, déterminés à leur offrir le meilleur d'eux-mêmes. Et nous espérons qu'une fois formés, ces jeunes-là auront aussi l'attention des autres partenaires, des employeurs potentiels que sont les sociétés minières, les communes elles-mêmes, les partenaires techniques et financiers, le privé, pour que ces jeunes-là puissent avoir du travail. Donc nous lançons vraiment un appel à l'endroit de tous ceux qui peuvent embaucher ces jeunes-là une fois formés. Ils auront des ressources humaines dynamiques, motivées et bien formées. Il faut signaler que 250 jeunes sont présentement en formation, dont les enseignants contractuels et les animateurs agricoles. 415 jeunes seront formés en petits métiers courant 2014 pour faciliter leur réinsertion dans la vie active. À Zender, grâce aux appuis de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens du président de la République, les cultures irriguées connaissent un regain d'intérêt au niveau de la ville. C'est un constat fait par nos reporters Sandana Tahi et Laoli Babale.
dans le cadre de l'initiative 3N du président de la République, Mohamed Issoufou, volet culture irriguée, la région de Zander a bénéficié d'importants appuis. La ville de Zander a reçu 9 kg de choux, 10 kg d'oignons, 3 tonnes de pommes de terre, 0,25 kg de carottes et 0,25 kg de tomates. Ces semences de qualité, conjuguées aux efforts des irrigants, contribuent aujourd'hui à l'amélioration des revenus des producteurs et la qualité nutritionnelle des ménages. La pomme de terre, le chou, la carotte, la tomate, l'oignon, tous ces produits sont disponibles partout et toujours et alimentent ainsi les réseaux de la production, la commercialisation, le transport et la consommation. Chacun des acteurs tire son épingle du jeu. C'est une véritable aubaine pour la population de Zander qui n'a plus besoin d'importer ses produits des régions voisines. Malgré ces atouts, il faut cependant noter le problème d'assèchement de la mare semi-permanente de Kanya. Subitement, maintenant l'eau s'est retirée et je me retrouve maintenant à 250 mètres de la mare. Sinon, si le problème d'eau, on trouve une solution à ce problème d'eau, il n'y a pas de problème. Franchement, les gens, il y en a qui sont motivés. Aussi, Milik, qui est le plus grand site de culture irriguée, n'est pas épargné par le problème de manque de moyens d'exor. Les irrigants mènent un travail manuel et pénible qui consiste à transporter l'eau à l'aide des récipients pour arroser des planches dont certaines sont situées à plus de 300 mètres de la source. C'est du moins l'expression d'une volonté farouche et d'une prise de conscience enclenchée par l'initiative 3N chez la population qui est résolument engagée à accompagner les autorités de la 7e République pour vaincre l'adversité et gagner le combat contre la famine au Niger. En un mot, faire en sorte que le déficit pluviométrique ne soit plus synonyme de crise alimentaire. Cérémonie de vernissage du livre de Sidi Zakari, un élu du peuple. Ce roman retrace la trajectoire de Nouri, personnage clé, homme politique par la force des événements qui se sont déroulés au sein de sa communauté. Djouari Saka est à côté de Galassan pour plus de détails. Un élu du peuple, c'est le titre de l'ouvrage de Sidi Zakari. Une idée de 2002 qui a pris forme avec ce roman de 190 pages et publié en avril 2013 à l'édition L'Harmattan. À travers son personnage clé Nouri, qui signifie la lumière, homme rural pas comme les autres, car intellectuel, il est proposé par sa communauté pour les représenter au Parlement. Il jouissait d'une grande considération et savait faire la liaison entre les valeurs traditionnelles et celles dites modernes. Donc c'est en réalité un titre très évocateur, parce que de quel peuple et de quel élu s'agit-il? On se le demanderait à la lecture de l'ouvrage. Commençons donc par le 5e, parce que en réalité c'est un titre qui cache d'autres titres. Parce que ici on le verra, et l'élu le Nour, il a été 5 fois élu, mais pour des raisons différentes. Donc on va commencer par le 5e, c'est ça, l'élection au suffrage universel par scrutin, donc qui n'est que la résultante des 4 autres. Et donc le contenu du roman donc révèle un Nouri investi en fait, j'ai dit 5 fois par le peuple pour une mission différente à chaque fois. C'est ainsi que, victime de l'exclusion politique, l'intellectuel idéaliste Nouri fut d'abord et sous l'emprise des forces invisibles rappelé à l'école des communautés villageoises. Il ne sait pas, donc c'est ça, c'est là seulement l'aspect fictif et la fiction de mon roman. Ça, lui-même, il ne sait pas trop pourquoi. On eut ensuite largement recours à nous pour éclairer les lanternes villageoises. Donc en fait ça aussi, donc on l'a rappelé. Ça c'est la première élection, donc le peuple a eu besoin de lui, il est reparti. Et le peuple aussi s'est basé sur lui pour éclairer les lanternes. Et ensuite, le peuple, la 3e mission, coopté porte-parole du peuple profond aux assises nationales. Pour le professeur Tijani, c'est une œuvre littéraire très riche en enseignements. C'est un ouvrage important, il faut le lire. Il est intéressant que des romanciers s'intéressent aussi aux changements politiques qui s'opèrent dans nos pays. Et je crois que ce livre qui nous met au cœur de la trajectoire d'un homme politique, à travers son parcours,
ses tentatives de s'ancrer dans sa société et de s'ouvrir sur le monde de la politique en général, de la politique moderne, je crois nous amène à des sujets actuels, et aux mutations actuelles qui traversent notre société. Il faut préciser que l'économiste et planificateur et consul du Niger à Djeddah en Arabie Saoudite n'est pas à son premier essai. Il a à son actif un recueil de poèmes, La Voix de la Savane, et Sagalo, le maître des arènes. La dédicace du roman a mis fin à cette cérémonie de vernissage qui a été très animée. Le président de la République a assisté hier à Kara, au Togo, à la commémoration du 9e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise. Après le Togo, Issoufou Mamadou a effectué une visite de travail et d'amitié à Ouagadougou, au Burkina Faso. Envoyés spéciaux Aboubakar Mahaman Kiassa et Sidou Aboubakar. Et c'est la partie magazine de ce journal. Bonne réception. L'avion transportant le président de la République et la délégation qui l'accompagne a atterri à l'aéroport de Niamchou, chef-lieu de la préfecture de Doufelgou, dans la région de Kara. C'est là où le président Issoufou Mahamadou a été accueilli par Fort Essozimna Gnassingbé, président du Togo. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les membres du gouvernement, plusieurs personnalités politiques, administratives, coutumières, civiles et militaires. C'est encore là, à Niamchou, où les présidents Faure et Issoufou ont accueilli leur homologue du Bénin, Yahi Boni. Les trois chefs d'État s'entretiennent d'abord en tête-à-tête avant de prendre la route pour Kara, ville située entre l'extrême nord et le centre du Togo, à plus de 450 km de Lomé, la capitale. Ils effectuent une escale à Pia, le village natal du défunt président, Gnassingbé Eyadema, le père de la nation togolaise, un des grands chefs d'État africains, rappelé à Dieu le 5 février 2005. Le président Issoufou Mahamadou a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Il a aussi signé le livre de condoléances. L'expression de la fidélité à la mémoire du défunt, mais aussi une marque de solidarité au peuple frère du Togo.
Cette cérémonie, commémorative du 9e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema, s'est déroulée au palais de congrès de Kara. Cet imposant palais de congrès n'a pas pu contenir tous les invités venus des 4 coins du Togo, hommes, femmes et jeunes, mais aussi des invités venus des pays amis. Il y avait au programme des offices religieux dirigés par des pasteurs, des imams, et qui comprenaient des prières et lectures bibliques et coraniques, des prédications et invocations. Notre vœu est que vous restiez toujours ferme dans l'espérance et l'amour, pour que les ennuis que vous causent ces périodes difficiles ne vous abattent point. Que Dieu vous garde.